沖合に出現した直径およそBonjour et bienvenue sur notre podcast Kanpai format actualité, émission dans laquelle on vous sélectionne et on vous résume l'actualité du mois, et c'est déjà notre 67e épisode. Et c'est une chose que j'ai le plaisir de partager avec Gaël aujourd'hui. Bonjour Gaël. Salut Charlie. Avant d'entamer notre podcast dédié à l'actu, Gaël, nous allons évidemment reparler un petit peu, vu que c'est la période de Noël, de notre tome 5 et de toute façon de nos packs soutien en règle générale. Oui, alors comme vous le savez, le tome 5 de notre collection de livres de voyage Kanpai est sorti il y a à peu près un mois, donc un tome dédié sur Kyoto. Et vous pouvez bien sûr acheter soit ce tome à l'unité à 19,99€ ou alors le pack de 5 tomes à 79,99€, donc avec les 5 livres de la collection voyage, ou alors, comme tu l'as dit Charlie, le pack soutien, qui est l'ensemble de nos livres et e-books pour une petite centaine d'euros. Et oui, tu l'as très bien dit, on est en période de Noël, donc c'est l'occasion de faire des cadeaux liés au Japon. Et sachez que voilà, on vend nos livres uniquement sur Kanpai, donc on vous remercie si vous achetez, si vous commandez nos livres, de faire des heureux, prendre des informations sur le Japon et de soutenir Kanpai. Et puis ça fait de toute façon des informations à l'intérieur qui changeront un peu des stars de ce type de livre, type Lonely Planet, Routard, etc. Puisque là, vous allez avoir les commentaires de ceux qui vivent le Japon, donc c'est toujours cool, et puis avec des photos maison aussi. Autre information, c'est que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Il y a un peu plus d'abonnements chaque mois. La courbe des écoutes est toujours en hausse, donc c'est trop bien. Et on espère qu'on va continuer longtemps comme ça. Merci à tout le monde de nous écouter. On en revient à notre podcast actualité. Pour les nouveaux arrivants, eh bien, il se découpe en plusieurs parties: le tourisme, la société, la politique, l'économie et enfin la pop culture. Et puis en fin de capsule, on fait aussi une petite partie un peu plus perso, ce qu'on a vu, lu ou entendu ce mois-ci lié au Japon. Donc on commence avec notre partie sur le tourisme. Et notre première news du mois concerne la Yamanote, donc la fameuse ligne de train circulaire à Tokyo, avec des changements de mélodie. Et oui, ça nous a un petit peu brisé le cœur quand on a appris ça. Alors si vous avez déjà voyagé à Tokyo, vous comprendrez aisément de quoi je parle. Vous avez probablement entendu ce type de jingle. Eh bien, sachez que cette mélodie très connue qui vient de l'arrêt de la gare de Tokyo a été modifiée mi-novembre par cette mélodie. Et oui, en effet, la mélodie de départ des trains a été changée dans les gares principales de JR East avec des nouvelles mélodies. Donc ça s'est fait progressivement en octobre avec les plateformes des gares de Yokohama, de Shinjuku, de Tokyo. Ce sont des sons qui sont évidemment très connus et très appréciés de tous les voyageurs et puis ceux qui vivent sur place bien sûr. Et nous-mêmes, je crois qu'on en utilise dans nos sons d'ambiance dans certains podcasts, Charlie. Alors JR East n'a pas révélé la raison de ces changements, mais il y a plusieurs suppositions à ce propos, notamment le contrat avec la société de production qui aurait expiré, donc potentiellement un problème de licence. Et puis on lit aussi sur internet que certaines théories comme le fait que l'ensemble des nouvelles mélodies composeraient en réalité une seule chanson et que ces changements arriveraient au fur et à mesure des nouvelles lignes. Pour rappel, il y a toujours des changements sur le train au Japon, notamment ce projet de train autonome qu'on avait déjà évoqué. Ou alors on suppose encore, on a pu lire que ces musiques étaient parfois étrangement composées avec des notes peu musicales. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord, je trouve vraiment les mélodies assez sympas, en tout cas elles rentrent bien dans la tête et puis ça fait un petit peu partie de l'ambiance du Japon, de tous ces sons. Également le son de Konbini qu'on commence à utiliser nous ce mois-ci comme transition. Donc voilà, en tout cas c'est du changement. Après 34 ans d'existence, certaines de ces mélodies font peau neuve. Alors c'est soit une tragédie ou alors une bonne nouvelle pour les otaku qui ont les CD de Céline, parce qu'il faut savoir qu'il y a des produits dérivés, donc ces mélodies se vendent aussi en CD. Et on serait curieux de connaître aussi l'évolution du prix des goodies, des jouets qui utilisent la mélodie de ces sons disparus. En tout cas, voilà. Est-ce que Charlie en met quelques-unes peut-être pour se souvenir ? Ah oui, ce sera de l'ordre du souvenir exactement, et c'est vrai que j'ai pas vu d'article depuis qui en parle, mais à mon avis, on va repasser quelques-uns sur justement la vente de ces jouets, à mon avis, qui vont coûter un peu plus cher. Bon, en tout cas, je te laisse faire le montage si jamais tu as envie d'ajouter quelques sons pour la nostalgie. On va te faire plaisir.
Autre news concernant la thématique du tourisme, le triste record concernant le mont Fuji, et c'est peut-être une nouvelle à laquelle il va falloir s'habituer puisque depuis 130 ans, on suit les premières neiges du sommet du mont sacré du Japon, le mont Fuji, et c'est la première fois en 130 ans que l'on ne constate pas la mise en place de la calotte neigeuse au sommet de l'emblématique volcan qui culmine lui à 3776 mètres de hauteur. Et cette information, en fait, ça vient des records de température de cet été, en 2024, que l'on a déjà évoqué d'ailleurs ici à Kampai dans le podcast Actualité. Et ces températures élevées jusqu'en septembre ont bloqué au final l'arrivée de l'air froid qui apporte les premiers flocons en règle générale autour de la première semaine du mois d'octobre. Les derniers records de neige tardive ont eu lieu en 1955 et 2016 avec une neige le 26 octobre pour ces deux dates. Donc c'est un record battu puisque au mois d'octobre il n'a pas du tout neigé et il a fini par neiger au sommet du mont Fuji le 6 novembre. Ouais, donc sacré record malheureux. En octobre, on a battu également un autre record, c'est celui du mois le plus chaud au sommet du mont avec 1,6 degré de moyenne alors que les relevés eux datent depuis 1932, donc là encore un triste record. Et petite note qui, pour changer un peu de la dimension climat, vous saviez que le gouvernement japonais a mis en place des quotas et selon le Figaro, le ministère de l'Environnement japonais a dénombré environ 178 000 randonneurs entre juillet et septembre, donc c'est la période où va être ouverte les randonnées sur ce mont sacré. Donc il y a eu une baisse au final de 14% par rapport à l'année précédente. Donc on peut supposer que c'est la conséquence des quotas mis en place et que c'est sans doute une bonne nouvelle parce que c'est aussi ce qu'attendait le gouvernement pour pouvoir entretenir davantage et puis conserver aussi davantage le milieu. Alors je rebondis un petit peu sur les deux actus en une. Est-ce que ça voudrait pas dire qu'à terme, c'est un peu cynique ce que je vais dire, c'est pas du tout un souhait évidemment, mais que la saison d'ascension du mont Fuji pourrait augmenter, parce qu'en fait, si on ne monte plus le mont Fuji, si c'est interdit de le gravir à partir du 10 septembre, c'est justement pour des questions météorologiques. Est-ce que si d'année en année, on voit que la neige n'arrive non plus au mois d'octobre, mais au mois de novembre sur le mont Fuji, est-ce qu'il ne pourrait pas augmenter, allonger la durée ? Oui, c'est vrai. C'est pas ce qui est souhaité, évidemment. Ce qu'on préférerait, c'est que le climat reste tel que, mais malheureusement, on va pas dans le bon sens. Alors, on va partir plus sur la partie parc d'attractions maintenant, et on va parler d'Universal Studios Japan, qui passe devant Disney en termes de fréquentation. Alors bien que Disney Resort, pour rappel, donc Tokyo Disney Resort, ça inclut les deux parcs d'attractions, donc Disneyland et Disney Sea, qui est exclusif au Japon. Bien que donc Disney Resort reste un parc prestigieux, ce n'est pourtant plus le parc à thème le plus populaire de l'archipel, et ce pour la deuxième année consécutive. Ce sont les deux sociétés, donc l'association Simd Entertainment et puis la société de conseil ICOM qui nous donnent ces informations. En 2023, il y a eu plus de personnes qui ont visité Universal Studios Japan à Osaka que Tokyo Disneyland. Alors USJ, comme on l'appelle, à Osaka a ouvert en 2001 et Tokyo Disney Resort a ouvert en 1983. Donc un petit peu plus de détails en termes de chiffres pour 2023. Donc USJ, ça a été 16 millions d'entrées, soit plus 29,6% par rapport à 2022. Alors que Tokyo Disneyland et Disney Sea cumulés, je pense, culminent à 15,1 millions de visiteurs. Donc c'est pas beaucoup moins, il y a quand même une progression de 25,8%, mais ça fait tout de même 2 années de suite que Universal Studios accueille un petit peu plus de voyageurs, enfin de visiteurs, que Tokyo Disney. Donc il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, ces parcs d'attractions sont les 3e et 4e les plus visités au monde, et ceux derrière Disney's Magic Kingdom en Floride, et puis le parc Disneyland original, qui lui se situe en Californie. Alors on a quelques théories pour expliquer ce phénomène. Tokyo Disney, il y a peut-être moins de hype comme on dit, parce que la dernière nouvelle zone ajoutée, qui était la Belle et la Bête, est sortie il y a déjà 4 ans. Et puis la zone Fantasy Spring, qui est censée être ajoutée, notamment avec la partie La Reine des Neiges, a été reportée de 2023 au 6 juin 2024. Donc sans doute que des visiteurs se sont reportés sur Universal Studios dans l'attente justement de cette nouvelle zone. Et du côté d'Universal Studios, on est sur un petit peu plus petit parc quand même, avec des espaces dédiés à des attractions temporaires qui surfent sur les modes du moment. Par exemple, on se souvient du restaurant Demon Slayer, de la maison hantée de Resident Evil, de l'attraction Sailor Moon également en 2022, ou encore de l'attaque des Titans en 2015. Ce qui fait qu'en fait le parc répond bien à la hype du moment et puis peut-être propose des choses un petit peu plus intergénérationnelles. Contrairement à Disney, on va avoir
peut-être plus de fans enfants, quoique bon, c'est vrai qu'au Japon ça se discute. Et également, on peut penser que les touristes qui viennent découvrir le Japon, en particulier les occidentaux, ont plus facilement en tête de faire des activités liées aux animés et aux jeux vidéo, plutôt que de profiter de l'univers Disney, qui est peut-être un petit peu plus facile. Par exemple, les Français, nous, on peut aller le voir à Paris. Les Américains ont des parcs, comme on le disait, à différents endroits des US. Donc, peut-être qu'on y va plutôt pour faire des choses plus locales, entre guillemets, comme USJ. Autre explication possible, Disneyland a arrêté de vendre ses passes annuelles alors que USJ en a toujours, ce qui peut expliquer également le nombre d'entrées. Et enfin, l'accessibilité et l'hôtellerie sont plus simples et moins onéreuses pour Osaka. Alors j'ai aussi noté au niveau des tickets d'entrée, parce que j'ai quand même vérifié avant la news, et USJ est un petit peu moins cher quand même que Disney, et propose également des passes 2 jours. Par contre, c'est vrai que Universal Studios se rattrape sur les Express Pass qui sont eux très très chers, donc les coupe-fils, le fameux Express Pass USJ, qui sont vraiment très chers, qui coûtent souvent beaucoup plus cher même que le ticket d'entrée, ce que ne propose pas Disneyland et Disney Sea. Il n'y a pas de coupe-fil, on le rappelle, à Tokyo Disney. Et puis Universal Studios, évidemment, est très très connu, notamment depuis mars 2021, pour une raison qui est très simple, c'est l'arrivée de Super Nintendo World, qui est la première zone en fait de parc d'attractions dédiée à Nintendo, dans laquelle va même s'ajouter la zone Donkey Kong, dont on va parler tout de suite. Alors pour rester dans le thème, on va accueillir une nouvelle zone à Universal Studios Japan, donc particulièrement dans la zone Super Nintendo World, le 11 décembre, donc c'est dans quelques jours seulement, il y aura un nouvel espace qui sera dédié à Donkey Kong, qui va s'appeler Minecart Madness, et qui sera donc inclus au sein de Super Nintendo World. Alors si vous avez vu la vidéo de présentation qui dure 11 minutes, Shigeru Miyamoto, qui est le fameux créateur papa de Mario et Zelda, et maintenant un des directeurs de Nintendo, a présenté directement la zone, le nouveau monde en fait, comme il l'avait fait d'ailleurs pour le musée Nintendo à Kyoto il y a quelques temps. Donc ça commence par une entrée assez impressionnante parce qu'on va passer par un tunnel de roche pour atterrir directement au cœur de la jungle, au rythme des percussions et de la mélodie du fameux jeu vidéo. Alors, ce que l'on va trouver dans cette zone Donkey Kong, eh bien, un jeu de rythme, évidemment, on se souvient de Donkey Konga, un jeu de chasse au trésor de lettres, les lettres K-O-N-G, un stand de nourriture qui va s'appeler Jungle Beat Shakes, avec des milkshakes, j'imagine, à la banane. Une cabane dans les arbres de Donkey Kong, une boutique évidemment qui va s'appeler Funky's Fly and Buy. Funky, je crois que c'est celui qui fait du surf avec des lunettes. Ah, je sais pas, je les connais pas trop les persos de Donkey Kong. Et le PP c'est Cranky Kong. J'ai beaucoup aimé Donkey Kong Country. Et le Golden Temple, donc là c'est vraiment l'attraction principale, c'est le départ du roller coaster dont tu avais parlé Charlie d'ailleurs dans une précédente news. Et je crois pas que l'on ait vu de démo encore de ce grand 8 ou petit 8, je sais pas trop ce que ce sera, mais parce qu'il y a une sorte de rampe où on est censé décoller des rails pour atterrir de l'autre côté, comme dans les films d'Indiana Jones par exemple, donc j'ai hâte de voir ça en vidéo. Ça va être, je pense, vraiment cool. Et puis, il y aura bien sûr la présence des mascottes, Donkey Kong et sans doute Diddy Kong et peut-être toute la famille. Et bien entendu, une compatibilité des bracelets Power Up Band de la zone Super Nintendo World, donc qui permettront de gagner peut-être des pièces ou ce genre de choses. Alors, c'est quand même pas rien cet ajout parce que par rapport à Super Nintendo World, ça va quand même augmenter la superficie du parc de 70%. De la zone. Ouais. Voilà. Donc ça risque d'être assez sympa et puis j'ai hâte d'aller y faire un tour. J'aime bien les vidéos, il faudrait qu'il en fasse un peu tout le temps, ce monsieur, donc un des directeurs de Nintendo, le papa de Mario, puisque il présente hyper bien, il fait assez chill, etc. J'aime bien comment ils ont fait leur publicité là-dessus, le marketing fonctionne bien, je trouve. Ouais, il a l'air très sympa. Ouais, il y va in situ, il marche, il déambule, il explique comme si c'était lui qui l'avait fait, etc. C'est vraiment top. Alors, je crois que c'était pour la présentation de Wind Waker ou de Twilight Princess, mais il était venu sur scène de l'E3, le fameux salon de jeux vidéo, avec l'épée et le bouclier de Link. Donc, très classe. Ouais, j'ai vu les photos. Et d'ailleurs, je crois que Link est gaucher parce que lui-même est gaucher, si je dis pas de bêtises. Il faudrait qu'il fasse une intervention avec Ishiba en Majin Buu, comme ça, on aurait toute l'équipe. À suivre dans l'actu politique.
Et en préparant votre voyage au Japon, vous pourriez être concerné par cette autre activité que les touristes apprécient grandement, c'est les tournois de sumo, puisque en news ce mois-ci, on a à vous dire que chacun des tournois de sumo du Japon a vendu 100% des places disponibles, et c'est ce qu'a annoncé l'association japonaise de sumo, ce qui n'était pas arrivé depuis 1966. Alors il faut savoir que cette discipline, elle n'a pas toujours brillé en compétition, notamment si l'on se rappelle de certains scandales comme en 2007, avec un jeune athlète de 17 ans, Takashi Saito, qui a été battu à mort au sein de son écurie, ou encore les cas en 2011 de trucage de match. Donc depuis ces scandales, c'est le monde du sumo qui est vu d'un autre œil, et il y a pas mal d'enquêtes médiatisées qui sont menées, et on a pu s'apercevoir par exemple que dans 90% des écuries, on avait recours à des battes de baseball et autres objets contondants pour, entre guillemets, éduquer leurs coéquipiers. Enfin, c'est ce que les écuries disent. Au vu de ces scandales, forcément, ça a entaché ce symbole japonais, mais la fréquentation des tournois a néanmoins connu un regain de popularité ces dernières années, avec plus de 80% des sièges occupés entre 2017 et 2019. Chaque tournoi, pour info, se déroule sur 15 jours. Il y a les lutteurs, les rikishi, et leurs écuries qui s'affrontent. Et c'est pour un lutteur sumo, un jour, un combat. Et donc c'est aussi pour ça que vous allez constater qu'au Japon, vous n'allez pas pouvoir assister n'importe quand à des vrais tournois de sumo, puisque c'est sur le fonctionnement du système de mois pair et impair. Et Gelv, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Oui, donc il y a 6 tournois dans l'année. Alors Tokyo, c'est janvier, mai et septembre, Osaka en mars, Nagoya en juillet et Fukuoka en novembre. Donc si vous voyagez un mois pair, il n'y aura pas de tournoi de sumo. Exactement. Voilà, donc nous on vous encourage évidemment à y aller si ça peut vous intéresser, parce que c'est vraiment très très impressionnant. Mais comme tu l'as dit, voilà, les places sont prises très très vite, prises d'assaut. Donc c'est une bonne nouvelle pour le sumo, mais un peu plus compliqué pour les voyageurs d'aller découvrir cette discipline. Ouais. Alors la loi japonaise a changé ce mois-ci, elle a évolué notamment sur la partie vélo et sur la partie sanctions contre les vélos. En effet, le code de la route a connu un changement le 1er novembre concernant nos fameuses bicyclettes. La police japonaise va en effet pouvoir mettre différentes amendes pour les cyclistes. Alors on en a listé quelques-unes, par exemple utiliser ses écouteurs à vélo, c'est 5 000 yens, donc à peu près 30 € d'amende. Circuler en sens inverse, 6 000 yens, donc à peu près 40 €. Mais il y a des choses qui peuvent monter beaucoup plus haut. Par exemple, tu l'as noté Charlie, utiliser son téléphone au guidon. L'amende peut aller de 12 à jusqu'à 100 000 yens, ce qui fait 600 € et jusqu'à 6 mois de prison, donc c'est pas rien. Et encore une autre évolution de la loi dans ce domaine, pédaler en état d'ivresse. Alors, on parle pas de 0,5 mg comme en France, on parle de 0,15, donc ça va très vite. Peut aussi être pénalisé de 500 000 yens, donc à peu près 3 000 € d'amende et jusqu'à 3 ans de prison. Mais c'est toujours légal d'emprunter les trottoirs à vélo. Ça m'avait quand même marqué. Je me suis dit, je crois que je suis dans un pays où les gens ne savent pas faire de vélo. Mais c'est qu'après coup que j'ai compris qu'on s'était autorisé. Donc voilà. Donc pour l'instant, ces amendes ne sont pas encore appliquées. Je pense que c'est le temps que ça se diffuse un petit peu dans la société. Mais on vous recommande quand même de faire un petit peu attention parce que ça pourrait quand même poser quelques soucis. Et puis évidemment, bien sûr, de respecter la loi du trafic, de la circulation en tout cas au Japon. Et de faire bien attention, de ne pas utiliser les écouteurs, etc. et de rouler correctement. C'est étonnant justement dans un pays où tout est quand même millimétré, on va dire, et où il y a un respect des règles aussi, par exemple pour l'escalator, pour marcher dans le métro, etc. Et qu'au final, le vélo, c'est un peu à la one again, quoi. L'anarchie. J'ai cru que les Japonais qui étaient à vélo étaient un peu des bandits, moi, au début. Des beaux Suzuku. Et pour parler de bandits, Gaël, donc non, j'exagère peut-être un peu les termes, mais on va parler de mauvais comportement de touristes. Cette fois, on n'a qu'un seul cas et ce sera un Américain. La police japonaise a en effet arrêté un Américain de 65 ans pour avoir profané le sanctuaire Meiji Jingu à Tokyo en utilisant ses ongles pour graver des lettres sur un tori. Donc ces portails de passage qui ont aussi une vocation shinto. L'homme accusé est arrivé au Japon pour des vacances avec sa famille et a affirmé qu'il écrivait, accrochez-vous, les noms des membres de sa famille pour faire une farce. Alors on espère pour lui que la blague aura bien fonctionné, quand même qu'il n'ait pas fait ça en vain. Le personnel du sanctuaire a découvert les dégâts plus tard dans la journée de passage de cette famille-là et a appelé la police qui a réussi à l'arrêter dès le lendemain.
Et je cite Sora News pour le commentaire que j'ai trouvé drôle. Je me suis dit, j'allais pas en inventer un moi-même, j'allais me servir. Donc je cite Sora News. Il est peu probable que lorsque la famille a préparé son itinéraire de voyage au Japon, elle ait inclus Steve apparaît aux informations en train de faire une promenade après avoir été arrêté. Ce sont souvent les expériences de voyage les moins attendues qui finissent par être celles dont on se souvient le plus. Je ferme les guillemets. Et en fait, s'il a pu être arrêté, ce monsieur, c'est qu'en fait, il a écrit son prénom et son nom de famille, alors que s'il avait juste écrit les prénoms, ce serait peut-être passé crème, on va dire. Mais bon, quand on donne... il aurait pu mettre son numéro de téléphone peut-être et son adresse. Son numéro de carte bancaire, ouais. Alors nous, on a du coup, évidemment, des reporters sur place au Japon, et c'est marrant parce que dès le lendemain, ils nous ont envoyé une photo avec les barrières autour du pied du grand Tori, justement, à l'entrée de Meiji Jingu, qui est quand même un passage... voilà, il y a du monde, quoi. Donc là, pour le coup, c'est pas très très malin. Oui, avec Gaël, on se questionne si on doit vous informer, si vous ne connaissez pas trop le Japon, de ne pas faire ça, mais je pense que vous ne ferez pas ça de toute façon. Et puis c'est vrai qu'en termes de sanctions, n'oublie pas qu'il ne plaisante pas du tout et que la garde à vue, comme tu le dis, c'est vrai qu'on est habitué à parler de garde à vue dans ce podcast, mais elle est assez sévère, donc, et puis elle peut être répétée, donc c'est pas 24 heures de garde à vue, quoi. Et alors justement, si vous voulez parler avec les policiers japonais, ce ne sera pas forcément facile. Et c'est la première news de notre rubrique Société pour ce mois-ci. En effet, le déclassement continue en anglais pour le Japon. Alors chaque année, depuis 2011, la Société d'éducation internationale Education First, donc IF, basée en Suisse, publie un indice de compétences en anglais qu'on appelle le EPI. Alors le Japon recule encore un petit peu plus au classement en 2023 concernant ce test de compétences en anglais qui classe les pays par leur niveau en anglais justement. Le Japon arrive donc à la 92e place sur 116. Il perd 5 places par rapport à l'année précédente où il était 87e. C'est-à-dire quand même qu'on parle mieux anglais en Arménie ou encore en Tanzanie qu'à Tokyo. Alors c'est pas du tout condescendant ce qu'on va dire, mais c'est que pour un pays aussi développé, on s'attendrait quand même à ce qu'il y ait un petit peu plus de niveau en anglais. Alors ça place quand même le Japon tout en bas de la tranche de faible niveau de compétence, c'est-à-dire donc dernier de la 3e catégorie sur les 4 qu'il y a au total. Donc un représentant de la filiale japonaise de la société Education First répond à ce classement en disant « Ce n'est pas tant que les compétences en anglais du Japon déclinent, mais plutôt que le Japon ne suit pas le rythme des progrès réalisés dans d'autres pays. » J'aurais voulu arriver à me justifier comme ça au collège ou au lycée quand j'avais une mauvaise note. Ce n'est pas tant que je suis mauvais, madame, c'est que les autres sont progressés plus vite. Non, c'est très fort. Alors dans le top 3 des pays qui parlent le mieux anglais, à l'exception je pense des pays anglophones, on citera donc les Pays-Bas, la Norvège et Singapour. Quant à la France, elle est 49e sur 116. Autre news concernant la société japonaise, de jeunes japonais portent plainte contre de grands industriels. Il faut savoir qu'un collectif de 16 plaignants, nommé les Jeunes pour la cause du climat, attaque en justice les grands électriciens du pays, estimant que ces entreprises et leur façon de faire mettent en danger leur vie, notamment du fait que ces entreprises font encore de l'électricité avec des centrales à charbon. Pour information, 30% de l'électricité japonaise provient de 89 centrales à charbon, contre, à titre d'exemple, même si ça sert à rien de comparer les pays entre eux, mais en France, il ne reste plus que 2 centrales à charbon. La plainte, elle a été déposée devant le tribunal de Nagoya. Les effets néfastes du changement climatique est une atteinte à vivre dans un monde sûr et sain selon ce collectif, et c'est pour ça que cette plainte estime coupable les grandes entreprises japonaises de ce déséquilibre du fait de vivre dans un monde sûr et sain avec l'exploitation de centrales à charbon. Au total, ce sont 10 groupes qui sont visés et ces entreprises représentent à elles seules un tiers des émissions de CO2 du pays, donc ça j'ai trouvé ça aussi ce chiffre assez gigantesque. Donc il n'y a pas que des fournisseurs d'électricité au final, il y a des sidérurgistes également, mais il faut savoir que l'archipel nippon est le pays avec le mix énergétique le plus polluant des puissances du G7. Donc ça veut dire que voilà, il est quand même en marge de pouvoir trouver des axes de progression à l'avenir. Le collectif, lui, il souhaite que la justice japonaise intervienne pour que ces entreprises limitent l'utilisation des centrales à charbon et qu'elles suivent les recommandations du GIEC. Mais voilà, ce sera sans surprise puisqu'ils ont toutes les chances de perdre cette attaque en justice, puisque, comme on le sait, les recommandations du GIEC, si elles sont fondées scientifiquement
et ça il n'y a pas de doute là-dessus, elles n'ont aucune valeur légale auprès de la justice. Donc ces groupes qui sont attaqués se demandent même pourquoi l'instruction de cette affaire est en marche, puisqu'ils seraient au clair en fait eux avec la loi. Donc il n'y a aucune faute légale de la part de ces groupes selon leurs avocats, ce qui semble largement les couvrir de toute façon, donc ils ne sont pas du tout inquiétés. Mais nous on a décidé de souligner l'importance de cette démarche venant du Japon, car c'est un gouvernement, il n'y a pas de parti vert, il y a très peu d'ONG également qui militent en ce sens, le sens du climat, et par conséquent il y a assez peu d'intérêt, on va dire, pour la société japonaise à s'intéresser à ces questions de climat, d'impact des activités humaines sur le climat, la biodiversité et par voie de conséquence sur la société et la santé, etc. Alors cela n'empêche pas le gouvernement japonais d'avoir des objectifs climatiques, et à ce titre, en novembre, le ministère de l'Environnement ainsi que le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Économie ont annoncé tous deux qu'ils envisageaient de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 60% d'ici l'exercice de 2035 par rapport aux objectifs de 2013, affirmant au passage qu'une réduction plus agressive était nécessaire pour atteindre l'objectif zéro émission nette d'ici 2050. Mais il manque encore un plan écrit et établi à créer en collaboration avec les ministères et les agences concernées. Donc on espère que tout ça va avancer au plus vite et au mieux. Alors sans transition, l'interdiction du mariage gay est considérée comme inconstitutionnelle au Japon. C'est ce qu'une haute cour de justice japonaise a statué fin octobre. Donc cette cour de justice relève que l'absence de reconnaissance légale du mariage homosexuel dans le pays viole le droit à l'égalité en vertu de la Constitution, et elle annonce que cette interdiction conduit à un traitement discriminatoire des personnes en fonction de leur orientation sexuelle. L'article de la Constitution stipule que les lois concernant les questions relatives au mariage et à la famille doivent être promulguées, je cite, du point de vue de la dignité individuelle et de l'égalité essentielle des sexes. Donc l'objectif étant d'octroyer les mêmes protections juridiques aux couples, qu'ils soient hétérosexuels ou non. Alors c'est la seconde fois qu'une haute cour a jugé cette interdiction comme contraire à la constitution du pays, et si l'on en parle aujourd'hui, c'est que 7 plaignants et plaignantes ont demandé un dédommagement à l'État, alors d'une somme toute dérisoire, parce qu'on parle de 100 000 yens, à peu près 6 000 € par personne, en faisant valoir ce que l'on a dit précédemment, c'est-à-dire interdire le mariage entre personnes de même sexe, contredit le droit à l'égalité en vertu de la Constitution et sa garantie de la liberté du mariage. Cette demande de dédommagement avait été rejetée en 2022 par le tribunal de Tokyo et les plaignants et plaignantes avaient alors fait appel. On attend vraiment maintenant que la diète japonaise prenne à bras-le-corps ce sujet de société qui reste malgré tout épineux au Japon. En effet, l'archipel nippon est le seul pays du G7 à ne pas avoir légalisé le mariage homosexuel à ce jour. Et aucun dédommagement n'a abouti également au moment où on se parle. Et pour poursuivre sur la société japonaise, 2 news concernant l'ONU et la famille impériale. Et on va commencer par la fin du mois d'octobre, a vu le fait que l'ONU a recommandé au Japon de revoir sa loi sur la maison impériale qui limite la succession aux héritiers mâles du côté paternel de l'empereur. Pour citer cette loi, seul un membre masculin de la famille impériale de lignée masculine peut devenir empereur. Par conséquent, cela va à l'encontre des objectifs de l'ONU concernant sa volonté à éliminer les discriminations à l'égard des femmes. Donc c'est un rapport qui existe sur cette question d'éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui a été publié en octobre, et suite à cela, le Japon a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Vous allez en comprendre un peu plus maintenant, puisque le secrétaire général du cabinet japonais, Yoshimasa Hayashi, a déclaré que le système de succession impériale est lié au fondement du Japon en tant que pays et qu'il serait donc inapproprié, je cite, pour lui de saisir la question. Donc on voit bien que c'est une question en fait, qui est indiscutable, on va dire. Je trouve ça rigolo parce que c'est une question des droits de l'homme. Du coup, le Japon a déposé une plainte auprès des droits de l'homme et non pas auprès des droits de la femme. Oui, c'est vrai, en plus de ça. Et pour continuer de citer ce secrétaire général du cabinet japonais, il est extrêmement regrettable que le rapport final ait inclus une référence à la loi de la maison impériale. Nous avons déposé une forte protestation auprès du comité et avons demandé à nouveau la suppression de la référence, a-t-il déclaré. Donc en fait, c'est qu'ils ont demandé qu'on supprime dans le rapport le fait qu'on ait cité le Japon. Et le comité de l'ONU a également demandé à Tokyo de réviser sa façon d'obliger les femmes à porter le nom du mari, puisque là c'était du coup une obligation
comme je viens de le dire. Donc c'est une question de société aussi épineuse que l'on avait évoquée le mois dernier et dont le but est de permettre de porter des noms différents pour les couples mariés. Ça permettrait aussi peut-être plus de mélange des familles. Ouais, le Japon n'aime pas qu'on touche à ces traditions. Et pour poursuivre, et en fait vous allez voir que c'est un peu une conséquence de ce que l'on vient de dire ici, on va parler de la mort de la princesse japonaise Yoriko de la famille impériale japonaise, qui est aussi la grande tante de l'empereur Naruhito, qui est décédée, elle, de cause naturelle dans un hôpital à Tokyo à l'âge de 101 ans, Gaël. Aujourd'hui, la famille impériale elle se compose encore de 16 membres et elle s'amenuit de plus en plus du fait justement de la loi de la maison impériale qui date de 1947 et qui oblige donc les membres féminins à partir aussi en cas de mariage avec un roturier. C'est-à-dire que en tant que femme, si vous vous mariez avec quelqu'un qui ne fait pas partie de votre milieu, on va dire, eh bien vous devez volontairement, même si c'est pas très volontaire, de partir de la famille. Pour revenir au décès de cette princesse, la cérémonie funéraire appliquait le rite Renso no Gi, et ce rituel a eu lieu le 26 novembre au cimetière Toshimagaoka de la famille impériale, justement, dans l'arrondissement de Bunkyo à Tokyo. Et pour information, la princesse, elle avait déjà été hospitalisée en mars dernier et les tests médicaux récents ont montré un déclin de ses fonctions cardiaques et rénales. Il faut savoir que son mari, lui, est décédé en 2016 à l'âge de 100 ans, donc ils sont tous les deux devenus centenaires au final. Et pour ce qui nous intéresse par rapport à la loi impériale, le couple a eu 3 fils et 2 filles, et il y a donc leurs fils qui sont décédés en 2012, 2014 et 2022, donc en fait ils ont vécu tous les deux plus vieux que leurs propres enfants. 3 petites filles du couple font toujours partie de la famille impériale, tandis que 2 autres ont renoncé à leurs titres impériaux, puisqu'elles se sont mariées avec des roturiers, donc elles ont dû quitter la famille. Ouais, c'est le cas de la princesse Mako, qui après s'être remariée avec un roturier, Kei Komuro, est allée s'installer à New York. J'aimerais bien savoir ce qu'il désigne comme roturier, parce que est-ce que le roturier c'est quand même milliardaire ou pas? Là, sur la photo, il a un beau costume. Je n'en doute pas. Puis ils ont acheté un appartement avec une chambre près de Central Park. Voilà, donc, Je pense que c'est un autre type de roturier que ce que je pensais. Alors, dernière news de notre section, on va parler des travailleurs âgés qui sont de plus en plus nombreux au Japon. En effet, le nombre d'actifs de plus de 65 ans a augmenté pour la 20e année consécutive. En effet, ce sont plus 20 000 seniors dans les chiffres de septembre 2024, ce qui représente quand même un employé sur 7, c'est-à-dire à peu près 15% des employés au Japon ont plus de 65 ans. Et même sans se limiter à l'aspect travail, la part des seniors dans la population vieillissante du Japon atteint elle aussi un record, avec près de 30%. Alors quels sont les secteurs qui emploient le plus ces seniors? D'abord, la vente en gros et au détail avec 1,3 million de personnes. Ensuite, la santé et les aides sociales, 1,1 million de personnes. Et à ce titre, on y trouve 2,1 fois plus de seniors qu'il y a 10 ans, surtout pour les soins infirmiers. Et en 3e position du top, l'industrie des services avec 1 million de seniors. Alors, quand on dit que les personnes âgées travaillent encore en grande partie, eh bien, c'est très facile à montrer avec des chiffres, parce que par exemple 52% des 65-69 ans travaillent encore et 34% des 70-74 ans sont encore actifs, c'est-à-dire quasiment un tiers des personnes qui ont 70 à 74 ans travaillent encore. C'est pour ça qu'on les voit beaucoup dans les supermarchés, même parfois sur la route, en train de faire la circulation. Donc c'est un pays qui a un très très fort taux d'emploi même âgés. Alors parmi les pays de l'OCDE, tous les pays voient leur part de personnes âgées augmenter significativement depuis 2013, mais le Japon reste quand même très haut dans le classement, en seconde position en réalité, derrière la Corée du Sud, qui elle a un taux d'emploi qui s'élève à 36%, contre 25% pour le Japon, et là on parle bien des plus de 65 ans. Alors question Charlie, à ton avis, quel taux d'emploi des seniors pour la France, qui est la dernière de notre top 8 ? Eh bien, comme chaque mois, Gaël, que tu me poses une question sur un chiffre très précis, je te répondrai la bonne réponse qui sera 4,5%. Exact, Charlie, bravo. Et quitte à parler de personnes âgées, Gaël, continuons avec notre thématique politique.
Donc là, on va attaquer un gros morceau sur le PLD et notamment le Premier ministre aussi qui fait partie de ce parti politique, donc Shigeru Ishiba. Alors, pour première info, suite aux élections législatives du 27 octobre dernier dont on avait déjà parlé, les élections, elles, ont été assez désastreuses pour ce parti renversante puisque le parti majoritaire depuis des années ne l'est plus à l'Assemblée. Ça ouvre aussi la voie, par conséquence, à un gouvernement minoritaire. Eh bien, Shigeru Ishiba a quand même été officiellement réélu Premier ministre du Japon il y a peu, et ça s'est passé à l'issue d'un rare second tour au Parlement. Et si je dis rare, c'est que ça fait 30 ans qu'il n'y avait pas eu besoin de second tour pour élire le Premier ministre du Japon. Pour citer le concerné, M. Ishiba, la situation politique actuelle peut être bonne pour la démocratie dans un certain sens. C'est aussi donc, ce qu'il expliquait, l'occasion de discuter plus franchement des points de vue divergents au sein de la politique japonaise. Alors évidemment, c'est un discours d'homme politique, on peut supposer qu'il aurait aimé que ce soit un peu différent et plus en sa faveur. Et pour continuer de le citer, en m'appuyant sur notre coopération entre le PLD et le parti Komeito, donc c'est le partenaire de la coalition, je m'efforcerai d'obtenir le soutien du plus grand nombre possible d'autres partis pour protéger la sécurité et la sûreté de la population de manière prudente et humble, a-t-il déclaré. Donc face à cette perte de majorité claire, la coalition va devoir en fait sans doute avancer au coup par coup et composer avec d'autres partis comme le Parti démocrate du peuple, le PDP, dont on parlera peut-être de temps en temps, qui est une petite formation centriste et qui va peut-être pouvoir aider un peu le PLD à garder la majorité dans les prises de décision de l'Assemblée. Sauf que ce qui se profile plutôt, à mon avis, c'est que, comme on en parle souvent, le Japon a du mal parfois à faire évoluer ses traditions, et puis après tout, il a le choix, sauf que là, vraiment au niveau de la loi, au niveau de la diète, ça va être encore plus compliqué de faire passer des réformes du fait qu'il n'y aura plus de majorité claire et qu'ils risquent un petit peu tous de se tirer la bourre. Et vu que l'on va parler encore de Monsieur Ishiba, eh bien, sachez qu'il a fait quelques boulettes. On en parlait souvent sur ses prédécesseurs, notamment avec Fumio Kishida, mais peut-être que c'est un bon client aussi. À lui, il commence fort. Ouais. À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites là. Alors pour commencer, vous le verrez en une de notre podcast puisque j'ai sélectionné une petite photo concernant cette information. Alors quand on est tout nouveau, on va dire en tant que Premier ministre, sans majorité claire, forcément sans dormir pendant une séance plénière à laquelle vous êtes censé être réélu, c'est un peu mal vu. Et la vidéo, les photos déjà valent le détour, mais la vidéo est assez drôle puisqu'on sent le jugement de ses compères à ses côtés. Les regards qui se disent on peut rien dire, mais là quand même c'est pas terrible. Il se fait juger. Mais par contre, évidemment, il y a une excuse politique et médicale qui est sorti quelques temps après que ça a fait un peu le buzz quand même sur les réseaux sociaux. Et à l'origine de cet endormissement, ce serait la prise de médicaments contre le rhume. Autre boulette du Premier ministre japonais, peut-être la photo manquée. En fait, il n'a pas pu se rendre à temps à la séance photo de l'APEC qui avait lieu il y a peu. Donc, c'est la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, l'APEC. Il était en fait coincé dans les embouteillages après être parti se recueillir sur la tombe d'Alberto Fujimori, décédé le 11 septembre dernier, un homme d'État péruvien d'origine japonaise. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout. Et je suis allé sur Wikipédia, entre autres. Et là, je me suis dit... régalé. Et là, franchement, parce que qu'il aille rendre hommage à une personne et qu'il soit en retard, bon, pour une photo, on s'en fiche un peu, on va dire. Mais en fait, cet homme d'État péruvien, c'était pas Jojo. Donc, image parlusante, pour en citer quelques informations. Donc, mise en cause par la justice dans des tueries perpétrées sous prétexte d'opérations de contre-guérilla. Il a été extradé au Pérou, puis condamné à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et 8 ans pour corruption, plus aussi un programme de stérilisation forcée de centaines de milliers de femmes indigènes. Donc ça c'est pour citer Wikipédia. Donc voilà, le retard n'est pas vraiment excusable. Il n'est pas encore allé à Yasukuni, mais il s'est bien rattrapé à l'étranger. Donc avec cet événement-là, c'est sûr qu'on entendra parler pour des frasques de ce type-là. Et dernière chose, donc le manque de respect lors de l'APEC, puisqu'en fait il ne s'est jamais levé apparemment pour saluer les dirigeants et dirigeantes qui venaient à lui. Et là il y a une vidéo aussi qui circule où il fait, enfin peut-être qu'il travaille vraiment, mais il est à sa table et c'est les gens qui viennent se présenter à lui sans qu'il se lève pour rendre l'appareil. Ouais, j'ai vu la vidéo, c'est vrai en termes de politesse, qui est pourtant quelque chose qu'on ne peut pas reprocher au Japon. Là c'est assez fou parce qu'on voit voilà, les grands
les grands hommes, entre guillemets, les grands chefs d'État qui viennent le voir et voilà, qui sont debout et ils se lèvent même pas pour serrer la main. Donc c'est vraiment la base de la politesse, on va dire. Et Après, s'il y avait une raison médicale ou autre, en tout cas, elle n'a pas été... ça donne une mauvaise image du Japon. Ça, c'est vraiment dommage qu'il commence très fort, hein, cet homme-là. Et enfin, donc c'est pas dans ma catégorie boulette, mais bon, ça aurait pu y ressembler. Évidemment, Ishiba a félicité le candidat républicain suite à sa victoire aux présidentielles américaines, et vous aurez deviné évidemment qu'il s'agit de Donald Trump. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le nouveau Premier ministre déclare vouloir renforcer ses relations avec l'archipel nippon et les États-Unis. Et pour le citer, j'ai entendu M. Trump déclarer sa victoire, je voudrais le féliciter du fond du cœur. Nous communiquerons étroitement avec la prochaine administration américaine pour renforcer encore la capacité de dissuasion et de réponse de l'Alliance, a-t-il déclaré. Et puis pour les boulettes politiques, Gaël, eh bien tu vas enchaîner avec un autre homme politique japonais cette fois. Alors oui, j'en tiens une bonne pour continuer sur notre belle lancée. On va parler cette fois-ci de Yuichiro Tamaki, qui est le chef d'un parti partenaire du PLD, donc le Parti démocratique du peuple, et qui a admis publiquement avoir eu une liaison extra-conjugale. Et il a donc présenté ses excuses. Alors jusqu'ici, rien de forcément exceptionnel, on va dire, dans le monde de la politique. Cette info était sortie dans un tabloïd hebdomadaire intitulé Smart Flash. Mais il y a un petit peu plus à cette anecdote, Charlie, on va le voir ensemble. Donc Tamaki a été vu dans des hôtels de Takamatsu, dans la préfecture de Kagawa, donc ça se trouve sur l'île de Shikoku. Il a été vu avec une ambassadrice du tourisme de Takamatsu, sauf que ce n'est pas son seul métier. Elle est également une ce qu'on appelle gradol, donc c'est gravure idol. C'était une femme qui faisait des photos, on va dire, en petite tenue. Alors, Monsieur Tamaki, un chef du parti, je cite, « Je présente mes sincères excuses non seulement à ma famille, mais aussi aux personnes qui ont placé leurs espoirs en moi. » Il indique également ne pas vouloir démissionner si ses partisans lui pardonnaient. On continue la citation. « Si vous me pardonnez, je vous récompenserai certainement par mon travail en tant que législateur. » Alors, permets-moi, Charlie, d'en douter quelque peu, parce que ce qui est comique dans l'histoire, c'est que Tamaki est connu pour avoir déjà évoqué que dans la politique, les relations extra-conjugales étaient dangereuses en termes de fuite d'informations liées à la sécurité, ce qu'on ne peut pas pour le coup lui reprocher, mais évidemment, les internautes se sont fait un plaisir de déterrer ces propos qu'il a cités dans une vidéo d'il y a quelques années. Alors plus grave là et un petit peu moins drôle, c'est que le parti qui est dirigé par Monsieur Tamaki avait pointé du doigt une certaine Mari Takahashi pour son passé d'hôtesse. Elle avait forcé à retirer sa candidature et cette dame avait subi un harcèlement en ligne qui avait conduit à son suicide. Donc là évidemment c'est beaucoup moins rigolo. Et autre conséquence de ce type d'information qu'on peut citer comme croustillante pour revenir sur l'adultère, eh bien Miyuki Koizumi, donc cette femme avec laquelle il a trompé son épouse, à 39 ans, est une ancienne idole, comme on le disait, et aujourd'hui ambassadrice des relations publiques de Kagawa. Eh bien cette jeune femme voit son livre photo de 56 pages paru en 2011, quand elle avait 26 ans, se vendre de nouveau assez fort. Donc ce livre que l'on peut trouver, Charlie, si ça t'intéresse, à 198 yens sur Amazon, ou alors qui est gratuit, Charlie, si tu as un abonnement Kindle Unlimited, eh bien tu trouveras dans ce livre de 56 pages des photos de Madame Koizumi en costume et pose sexy de femme de bureau. Et avant de conclure cette partie, il nous reste 2 informations concernant l'économie japonaise, et je vais commencer avec une restructuration massive chez Nissan. La firme Nippon de construction auto annonce effectivement un plan de licenciement très agressif avec Makoto Uchida, qui est le PDG de Nissan et qui en a pris les rênes il y a environ 5 ans, qui annonce la réduction de production de 20% de la firme, en plus de 9000 salariés qui seront licenciés dans le monde. Donc pour le citer, nous avons de quoi produire 5 millions d'unités, mais nous n'en vendons que 3,4 millions, a-t-il déclaré. Donc conséquence de ces mauvais chiffres, plus mauvais que prévu, l'entreprise passe de prévision de bénéfices de 3 milliards d'euros à 906 millions d'euros pour l'année fiscale qui prendra fin en mars 2025. Donc ce sont effectivement de très très mauvais chiffres pour cette firme. Il reste quand même quasiment 1 milliard d'euros de bénéfices. Oui, c'est sûr que voilà, ils sont encore dans la vision de croissance infinie, mais vu qu'ils ont aussi des concurrents, notamment par rapport au monde de l'automobile électrique, avec des marques chinoises ou Tesla,
eh bien c'est aussi peut-être ça qui induit cette chute par rapport aux espérances de la part de Nissan. Et ça impactera d'ailleurs aussi Renault, l'entreprise française, puisque elle détient près de 36% des parts de Nissan. Donc forcément ça aura un impact chez la firme française. J'ai même vu qu'Elon Musk, ça n'a pas forcément beaucoup de rapport, mais qui s'est rapproché de Donald Trump du coup pour l'élection, était devenu l'homme le plus riche du monde de l'histoire. Ah oui, d'un coup, genre, avec même il est passé devant Bezos et tout ça, quoi, du coup. Ouais, mais il était déjà l'homme le plus riche du monde, et là, il est l'homme qui a été le plus riche du monde dans toute l'histoire de l'humanité. Quoi. Okay. Il n'y a jamais personne qui a été aussi riche que lui. Et donc tu le disais Charlie, dernière news de notre partie économie, on va parler du succès de la sauce soja japonaise à l'export. Alors la cuisine japonaise, on le sait bien, s'exporte très très bien aux quatre coins du globe, et à ce titre, le Japon note une forte croissance de son export de sauce soja, à hauteur de 10 milliards de yens, soit à peu près 60-65 millions d'euros, en 2023, et c'est le record depuis l'établissement de ce chiffrage en 1988, donc il y a bientôt 40 ans, par la douane de Tokyo. La cuisine traditionnelle japonaise, que l'on appelle washoku, gagne en popularité entre autres du fait de son inscription en 2013 comme patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO. Et ces chiffres seraient dus en grande partie à l'expansion de restaurants japonais traditionnels à l'étranger. Donc la sauce soja, ce condiment est fabriqué à base de soja, de blé et de sel, remonte à l'époque Edo, donc on parle quand même du 17e au 19e siècle, et a pour plus grand industriel japonais dans son domaine la fameuse entreprise Kikkoman. Les États-Unis occupent 18% du marché de l'export japonais, contre 8,2% pour la Chine en seconde position, et la Corée du Sud 3e, avec 7%. L'Europe n'est pas dans le podium. Peut-être parce que justement beaucoup d'Européens ont tendance à consommer de la sauce sucrée, ce qui, on le rappelle, au Japon n'existe pas vraiment, en tout cas pas comme on l'entend nous. Et moi, si je pouvais donner un petit osusume, ma petite recommandation, ce serait le type, je ne vais pas dire le modèle, mais oui, le type de sauce qui s'appelle Marudaizu, qui à mon avis est la meilleure sauce soja, mais j'en connais pas beaucoup. Spécialiste sauce soja. Pas du tout, mais celle-ci, c'est ma Oui, renseignez-vous bien sur les marques que vous prenez, parce que en fait, la sauce soja, c'est très souvent très très bon, mais il y a aussi pas mal de sauce soja où il y a pas mal d'additifs, etc., de choses que l'on n'aime pas trop voir dans sa nourriture. Donc des fois, ça vaut le coup, si vous en consommez vraiment régulièrement, de bien sélectionner celle qui vous fait à la fois le plus plaisir et qui sera la meilleure pour la santé, où il y aura le moins d'ajouts dedans. Et on en vient à la dernière partie de notre podcast concernant la pop culture, avant d'enchaîner tout à l'heure sur la conclusion du podcast avec aussi tous les événements à venir. Jingle. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler que vous avez des nouveaux jingles, comme vous les avez entendus là dans nos transitions de podcast, sélectionnés avec soin par Charlie, et puis on espère que ça vous plaira, pour mieux vous repérer en tout cas dans notre podcast actu, qui a plusieurs types de rubriques. Ouais, c'est ce qu'on se disait, le fait qu'on ait quand même pas mal de news, on a à peu près entre 25 et 30 news par mois, on essaie de les condenser un maximum et de les rendre thématiques, mais c'est vrai que peut-être qu'on s'y perd un peu, donc on a décidé de marquer un peu plus le coup, et on vous rappelle que vous avez les timecodes, que ce soit sur YouTube par exemple, ou sur certaines descriptions de podcasts selon là où vous l'écoutez. Et on va commencer cette partie pop culture avec la bénédiction Shinto pour la statue Gundam. Donc le modèle RX78F00/E, je crois que c'est son prénom. C'est un enfant d'Elon Musk, ça. Oui, je ne sais plus le ou les prénoms que Elon Musk a donné à ses enfants, mais voilà, je pense qu'il ne les considère peut-être pas comme ses enfants, mais qui suis-je pour le dire ? Donc oui, peut-être c'est un fils caché d'Elon Musk. Au Japon, il y a une coutume de faire intervenir généralement un prêtre shintoïste lors de constructions importantes telles que des maisons, des immeubles, des bureaux, etc. Mais apparemment, ça fonctionne aussi pour les robots géants, puisque, en tout cas leur réplique, c'est ce qui s'est passé le 23 octobre dernier, à moins de 6 mois de l'exposition universelle d'Osaka de 2025, donc exposition dont on va consacrer pour le mois de décembre un podcast entier avec Marjorie. L'événement, il se tiendra sur l'île de Yumeshima, dans la baie d'Osaka.
Et s'il y a eu une telle cérémonie, ça s'explique puisque Bandai Namco, qui est connu entre autres pour la fabrication de ses jouets iconiques dont la gamme de robots Gundam, Bandai Namco s'est offert cette statue pour son pavillon. Donc comme vous le savez sans doute, les pays vont avoir chacun leur pavillon et donc cette entreprise-là aura le sien aussi avec la statue de Gundam et elle est mise de façon un peu particulière par rapport à celle qui se dresse debout à Odaiba, à Tokyo, au Diversity Tokyo Plaza, avec son petit nom RX0 Unicorn. Dans celle-ci, elle va avoir cette pose originale avec un genou à terre et le bras et le regard aussi porté vers le ciel pour 16 mètres 7 de hauteur au total. Donc c'est à l'échelle 1-1, donc c'est assez impressionnant. La cérémonie Shinto, en fait, elle a concerné la tête du Gundam avant qu'elle soit posée. Donc le prêtre a fait son rite et ensuite ils ont déposé la tête au sommet de la statue. Vous avez des vidéos d'ailleurs sur ça sur internet si vous voulez voir. Et Gaël, je vais te laisser le champ libre pour nous parler d'un Graal des années 90. Oui, alors celle-ci, on est quelques-uns à y avoir passé un certain nombre d'heures. Et pour vous replonger dans le passé, Charlie va nous mettre le jingle du boot de cette fameuse console. En effet, on va parler de la PlayStation 1, vous l'aurez reconnu, parce qu'elle fête ses 30 ans dans quelques jours. Alors j'ai préparé un petit historique rapide de la console pour se replonger dans la nostalgie. Alors il faut savoir que la PlayStation en fait est issue d'un accord entre Nintendo et Sony, qui date de 1988. En effet, Nintendo cherchait une société externe pour développer un lecteur CD-ROM pour la Super Nintendo, qui au Japon s'appelle la Super Famicom. Alors 3 ans plus tard, en 1991, Nintendo devait annoncer le Super NES CD au salon d'électronique de Las Vegas qui s'appelait le CES. Ça, c'était avant que l'E3, le fameux salon de jeux vidéo, ne débute. Mais le contrat n'était pas assez protecteur pour Nintendo en termes de droits de licence. Alors, il faut savoir que Nintendo aime beaucoup toucher ce qu'on appelle des royalties en fait, sur la vente par exemple des cartouches, si par exemple il y a des sociétés d'éditeurs tiers qui vendent des jeux sur Switch ou sur d'autres consoles de Nintendo, et bien Nintendo prend un petit pourcentage en fait de la vente, ce qui n'était pas assez protecteur dans le contrat qu'ils avaient signé avec Sony pour le Super NES CD. Et donc Hiroshi Yamauchi, qui était le fameux président japonais de Nintendo de l'époque, qui s'est rendu compte de ça sur le contrat, qui était furieux, est allé signer un autre contrat chez le concurrent Philips, donc en Europe, sans en informer Sony. Et donc, au moment de faire l'annonce publique sur la scène du salon CES, ils ont annoncé avoir conclu un deal avec Philips et non pas avec Sony. Donc en conséquence, Sony perd la face publiquement, le découvre en fait pendant l'annonce. Et après des discussions infructueuses avec Sega, le directeur de projet, donc Ken Kutaragi, prépare alors la sortie de la PlayStation avec l'aval de Sony. Donc quelques années de travail et finalement la console sort au Japon le 3 décembre 1994, d'où les 30 ans au Japon, et arrive en Europe le 29 septembre 1995, c'est-à-dire quand même 9 mois, presque 10 mois plus tard, chose que l'on n'a plus aujourd'hui parce que tout sort mondialement. Alors si vous vous souvenez bien, la PlayStation 2, elle est sortie le 4 mars 2000 au Japon, ce qui veut dire que la PlayStation 1 a eu un peu plus de 5 ans de durée de vie, et ça fait un petit peu mal au cœur parce que, Charlie, la PlayStation 5, elle a déjà 4 ans, donc ça voudrait dire que si on était toujours sur ce rythme-là, dans un an, il y aurait la PlayStation 6. Alors qu'est-ce qu'a apporté la PlayStation 1 ? D'abord les fameux boutons, rond, croix, carré, triangle, et puis une quantité de jeux dont on va parler un petit peu plus tard. Alors cette console a été un immense succès. Il y a eu 102 millions d'exemplaires de la console vendus. C'est la première console de jeux vidéo à avoir dépassé les 100 millions de ventes. Et ça se répartit comme suit, donc 39 millions aux États-Unis, 37 millions donc juste derrière en Europe, et 19 millions au Japon. Alors pour vous donner un ordre d'échelle, sa concurrente, la Sega Saturn, a été vendue à 9,5 millions d'unités, c'est-à-dire moins de 10 fois le chiffre de la PlayStation. Et sa console successeuse, entre guillemets, a elle atteint 155 millions de consoles vendues, un chiffre donc record qui sera bientôt dépassé par la Switch. Alors évidemment, ce qui fait le succès d'une console, c'est avant tout les jeux. Donc des jeux sur PlayStation 1, il y en a eu plus de 5000 différents.
Et au total, il y a eu 962 millions de jeux vendus sur PlayStation 1. Et dans le top des ventes mondiales, alors ne triche pas Charlie, ça va pas être facile, mais est-ce que tu peux me citer quelques jeux qui font partie du top 8 ? Alors j'en ai listé les 8 premiers, qui se sont les plus vendus sur PlayStation 1. PlayStation 1. Déjà, est-ce qu'il y aurait un jeu de foot ? Eh bien non. Pas de jeu de foot. Voilà, ça c'est vrai, très, très européen. Pourtant, ça. je l'ai eu, mais j'étais jeune, donc... mais après, ceux auxquels j'ai joué, genre Jack and Dexter, je pense pas que ce soit un jeu Non d'aventure, je pense pas. Ça c'était sur PlayStation 2, je crois. Mais on a eu un autre jeu de Naughty Dog, c'était Crash Bandicoot en numéro 7. Ok. Ouais. Et après, Gran Turismo, je pense. Oui, premier effectivement avec quasiment 11 millions de ventes et même troisième place Gran Turismo 2. Il n'y a pas de Final Fantasy ou de Resident Evil bien peut-être ? Bien vu. Alors pas de Resident Evil, mais Final Fantasy 7, quasiment 10 millions de ventes, deuxième position, et Final Fantasy 8, quatrième position avec 8,6 millions de ventes. Et pour le reste du top, on citera donc Tekken 3 en cinquième place. Oh mais oui, Tekken 3. Et oui, Harry Potter, en position 6 avec 8 millions de ventes, donc Crash Bandicoot comme on l'a dit. Et pour clôturer ce top 8, Driver, un jeu de course, avec 6,3 millions de ventes. Et on citera évidemment d'autres titres qui ont fait l'histoire de la PlayStation, à savoir Ridge Racer, Metal Gear Solid, Spyro le Dragon, Tony Hawk le jeu de skate, Tomb Raider avec Lara Croft, Resident Evil donc t'en as parlé, et puis Wipeout. Ah, Tomb Raider aussi, c'est un jeu que j'ai saigné, mais l'entraînement je pense, quand elle est dans sa maison et qu'elle fait des barres parallèles ou je sais plus quoi, c'était cool. Et sauter dans la piscine. J'avais la démo. Oui, aussi les démos, ouais. Avec le loup. Pareil, cette époque où on achetait les magazines, qu'on avait les démos dans les magazines, ça c'était cool. Donc ouais, Tekken 3 aussi, c'est vrai que... Mais au final, je vois qu'il y a quand même pas mal de jeux japonais déjà dans les tops. Puis c'est fou que ça ait autant fonctionné à l'étranger pour une console japonaise. En tout cas pour le début de ce lancement des consoles de salon, je trouve ça assez fou que ce pays qui n'était pas très ouvert sur le monde, sauf en termes d'industrie, a très très bien percé là-dessus. Et d'ailleurs c'est aujourd'hui aussi pour ça qu'on le connaît. Je pense qu'ils ont vraiment très très mal vécu cet épisode que je citais en début de chronique. C'est cette espèce de retournement de veste de la part de Nintendo. Et puis ils ont axé aussi leur marketing. Vraiment, il faut se souvenir qu'à l'époque, le jeu vidéo c'était vraiment un truc de gamin. Enfin, voilà, c'était les enfants qui jouaient aux jeux vidéo. Et je faisais partie du lot, mais nous voilà, on jouait à la Nintendo, à la Super Nintendo, les jeux Mario, etc. Et puis là, Sony, lui, s'est positionné en tant que console pour ados, voire adultes, ce qui était très malin d'un point de vue marketing, parce qu'ils augmentaient fortement la base de prospects, entre guillemets, et leur assiette cible était quand même beaucoup plus importante, mais c'est vrai qu'ils se sont positionnés avec des jeux, peut-être ils ont réfléchi dès le départ en termes de dev, à avoir des jeux qui soient plus, qui puissent parler au maximum de personnes, à la fois en âge, et puis peut-être, comme tu l'as dit aussi, pas nationalité, mais voilà, en approche. Puis ça nous a permis de mettre un pied aussi dans l'import. C'était déjà le cas un peu sur Super Nintendo, mais sur la PlayStation c'était plus simple. Enfin, nous on l'a pas fait, Charlie, mais on pouvait pirater des jeux plus facilement. Et ce qui est drôle aussi, c'est que grâce à ce couac et ce manque de... pas de respect, mais en tout cas ce désaccord entre Nintendo et Sony, eh bien, au final, ça a donné beaucoup de concurrence à Nintendo. Et ça, c'est pour plaire encore plus aux joueurs, puisqu'on a beaucoup plus de choix. Et plus on a de concurrence entre les entreprises, plus on a de la chance, nous, d'avoir des jeux aussi de qualité. Et pour information, quand j'étais gamin, mes deux parents, ils faisaient des nocturnes sur Mario. Donc c'est comme ça que j'ai eu mes premières manettes en main. C'est que, je sais pas, j'avais 4-5 ans et eux, ils faisaient des nocturnes. Ils étaient très contents qu'on aille se coucher, puisque comme ça, ils jouaient toute la nuit à Mario. Et vraiment des nocturnes, pas juste quelques heures. Toujours dans la pop culture, nous allons parler d'un animé phare du Japon que je ne connaissais absolument pas, Gaël, et dont on va vous mettre un extrait sonore dès maintenant. Lorsque l'on vous parle d'animé japonais, vous pensez sans doute en priorité à des œuvres comme celles du studio Ghibli, à Dragon Ball, Nicky Larson ou autres animés vedettes par exemple, et tu nous parleras de Kasai par exemple tout à l'heure, Gaël. Et en fait, au Japon, en tout cas pour les Japonais, c'est Sazae-san qui est diffusé à la télévision depuis 55 ans, avec 2500 émissions de 30 minutes et chaque émission est elle composée de 3 épisodes. C'est pour ce 55e d'ailleurs anniversaire que le Guinness des records a décerné 2 prix à cet univers, avec le premier prix qui note ce programme télévision animé comme étant le plus ancien du monde, et en deuxième prix, il honore Midori Kato pour la plus longue carrière de doubleuse d'un même personnage,
dans une série animée télévisée. Donc Kato a aujourd'hui 85 ans. Apparemment, c'est la nature relaxante de cette série, Sazae-san, qui est en grande partie responsable de son incroyable longévité. Et c'est une série qui est un peu bloquée dans le temps, donc ça peut être intéressant à regarder, je pense, en fait, même si on regarde qu'un épisode ou deux, puisque en fait, les personnages dedans ne vieillissent pas sur ces 55 ans, et ils ont encore de vieux téléphones, des télés cathodiques, etc. Donc en fait, c'est vraiment figé dans le temps, il n'y a pas de réseaux sociaux, ils n'ont pas renouvelé le style graphique ou quoi que ce soit. Donc ça peut être quand même intéressant à regarder. Pour en avoir vu des extraits, bon, ça ressemble un peu à ce que nous, on pouvait avoir il y a très longtemps, mais eux, ça n'a pas évolué jusque-là. Donc les Japonais connaissent évidemment très bien cette série. Alors on va vous parler maintenant de ce à quoi on a joué, regardé, lu ce mois-ci. Et je vais commencer directement en vous parlant d'un jeu sur Switch qui est Mario et Luigi l'épopée fraternelle. Alors pour des questions évidentes, on va citer que c'est un code de téléchargement qui nous a été envoyé directement par Nintendo et on les en remercie. Donc c'est un jeu vidéo qui est sorti le 7 novembre et c'est un des épisodes, peut-être 10e ou 12e de la série des Mario RPG. Donc c'est un jeu de rôle en fait qui se déroule dans l'univers de Mario. Le principe en fait c'est de relier les différentes îles du continent de Connexia. Donc dans l'histoire du jeu, Mario et Luigi voguent sur leur bateau qui s'appelle le Navisme pour rejoindre des îles à la dérive, et ces îles sont autant de biomes. Par exemple, vous avez l'île végétale, l'île du désert, de la neige, du volcan, etc. Donc pour les personnages, il y a évidemment Mario et Luigi qui sont accompagnés de leur copain Cochon, le cochon volant, mais il veut surtout pas qu'on dise que c'est un cochon. Et puis il y a Amperia qui est une habitante de Connexia, donc du continent de Connexia. On citera également les méchants Volte-Face et la brigade de disjoncteurs, et on verra même de temps en temps Bowser et la princesse Peach. Alors les décors du jeu sont vraiment très très jolis, c'est en style cel shading, tu sais, avec les aplats et puis les contours qui sont assez épais. Et j'ai trouvé que les animations étaient vraiment très très chouettes. Il y a un soin quand même qui a apporté à l'animation dans le jeu. En termes de gameplay, donc c'est clairement une initiation au RPG pour les enfants, avec la possibilité de s'initier au combat au tour par tour. Et puis tout ça est assez rythmé, avec des blagues, un petit peu des blagues à la fois en texte, et puis aussi des blagues visuelles. Par exemple, Mario ou Luigi qui tombe la tête la première avec les jambes qui dépassent. Bon, ça marche très très bien avec les enfants. Ce qu'il y a, c'est que donc, la progression est un peu répétitive, puisque c'est un jeu quand même que je trouve assez axé vers les enfants, et pas toujours très, très dynamique, même si les îles sont assez courtes, en tout cas au moins au départ. Et il y a pas mal de quêtes annexes qui sont parfois un peu répétitives, pas toujours passionnantes. Et ce que j'ai trouvé le plus dommage aussi, c'est, je pense que j'avais pas forcément creusé assez, mais j'étais vraiment quasiment certain qu'on pouvait jouer à deux, puisque comme son nom l'indique, c'est l'épopée fraternelle, et en fait non, on contrôle les deux personnages de Mario et Luigi avec la manette, donc on peut demander à Luigi de faire certaines actions pour aider Mario, mais on ne peut pas jouer à deux avec chacun un des frères, donc ça c'est un petit peu dommage. Après ça reste un jeu qui a quand même vraiment du soin, donc c'est un jeu Nintendo évidemment, un jeu Mario, donc évidemment on sait qu'ils doivent faire très attention avec cette licence. C'est un jeu qui est très très long, donc qui dure quand même 30 heures, donc nous on l'a pas encore fini, mais on y joue et puis on trouve ça assez rigolo, donc on avance tranquillement, et je pense que c'est une très bonne initiation justement au RPG quand les enfants sont pas encore très grands. Faut quand même savoir lire parce qu'il y a pas mal de textes évidemment, mais ça se passe plutôt sympathiquement. C'est vrai qu'un Mario et Luigi en mode comme le jeu vidéo It Takes Two, ça pourrait être pas mal du tout. Exactement. Où là on contrôle vraiment les deux personnages qui s'entraident. C'est vrai que c'est dommage qu'ils soient passés à côté à ce moment-là, mais peut-être plus tard. Parce que je sais pas s'ils considèrent ce jeu-là comme un grand jeu Nintendo ou pas, enfin comme une grosse sortie de l'année ou pas, je connais pas trop. C'est un jeu de fin d'année, donc je pense qu'il est quand même assez important dans le catalogue, même s'il n'est pas aussi retentissant, on va dire, par exemple, qu'un... j'ai perdu son nom... qu'un Mario Wonder, ou qu'un grand Mario 3D, ou qu'un gros Zelda. Je pense que il fait partie des Mario mineurs, entre guillemets, un peu comme Zelda Echoes of Wisdom qu'on a eu il y a 1 ou 2 mois. Mais ça reste un jeu qui est tout à fait agréable. Et donc on remercie Nintendo pour l'envoi de ce code.
Et pour ce mois-ci, je vais vous parler de Dan Dadan, un manga et animé pour ma part, que j'ai vu l'animé. Donc c'est arrivé récemment sur Netflix et moi je suis pas forcément très client des animés, j'ai l'impression de m'ennuyer un petit peu vite sur ces univers-là. Généralement je trouve que ça se répète un petit peu trop à mon goût, mais c'est très personnel. Et pourtant j'ai été très très séduit par ce manga, par cet animé-là. Donc c'est issu du manga éponyme, écrit et illustré par Yukinobu Tatsu depuis 2021 et qui dresse l'histoire de deux lycéens. Momo d'un côté qui est une jeune fille qui croit aux fantômes mais pas du tout aux extraterrestres, et Ken qui pense le contraire. Donc lui croit aux extraterrestres mais absolument pas aux fantômes. Sauf que moi je sais de quoi je parle, je te signale que ma grand-mère est une médium. Quoi? T'as déjà eu affaire à un esprit? Parce qu'il y a vraiment pas de quoi se marrer. Les gens possédés sont pris de convulsions. Et ouais. Il y a plein de maladies qui peuvent causer des convulsions. C'est pas une preuve, contrairement à ces photos, regarde. Ah ouais? Et E.T. t'a déjà emmené faire un tour en soucoupe peut-être? Quoi? Donc rapidement ils vont être mis face à des phénomènes qui leur donnent raison en fait à tous les deux en même temps, et puis de là se déroule l'animé. Alors ce que j'ai bien aimé déjà, c'est qu'on partait pas du principe que c'était un ou des lycéens un peu nazes, dans le sens un peu simple au début, qui vont progresser, etc. Même s'il y a une marge de progression, évidemment ils découvrent des capacités, des choses de leur univers dont ils ne soupçonnaient pas forcément l'existence. Et bien c'est joliment fait, et surtout l'animation elle est vraiment très très fluide. Ça commence les 5 premières secondes je crois par un coup de pied en pleine face de la jeune Momo dans un de ses collègues lycéens, mais c'est dessiné de façon vraiment somptueuse. J'ai regardé en VO et en VF, la VF a l'air pas mal aussi, et vous ferez la connaissance de Mamie Turbo, donc la première créature qu'ils vont affronter. Et en fait cette Mamie Turbo elle est vraiment assez intéressante, et elle va son esprit va aller dans un chat Maneki-Neko par la suite, et ça fera des dialogues vraiment croustillants. J'ai beaucoup aimé, et puis il perd quelque chose de son intimité, mais qui donne du sens à l'histoire, et j'ai trouvé ça drôlement fait. Enfin, c'est un anime que j'ai trouvé très drôle, et surtout aussi la bande son qui est vraiment géniale. L'animation m'a vraiment surprise, donc ça j'ai été séduit, et la saison n'est pas encore disponible entièrement sur Netflix. Je crois que ça doit être toutes les semaines qu'un épisode sort. Donc là on doit être au 7 ou 8e je pense. Et vu qu'avec Gaël, on souhaitait vous parler quand même d'une sortie littéraire qui concerne le Japon, avec le livre d'Amélie Nothomb, L'impossible retour, un roman édité chez Albin Michel, et qu'on l'a pas lu, eh bien on accueille Marjorie. Bonjour Marjorie, pour nous parler de ce livre. Donc je le dis avant que tu te présentes, c'est une vision évidemment subjective, non professionnelle, que l'on va faire. C'est comme ce qu'on fait avec Gaël pour les jeux vidéo ou les films par exemple que l'on voit. Oui, merci Charlie. Donc bonjour, et bonjour à Gaëlle. Donc oui, je me suis invitée aujourd'hui dans le podcast Actu. Alors il n'y aurait pas à le dire. Je me suis invitée aujourd'hui dans le podcast Actu pour vous faire un petit retour de la lecture qu'on a pris le temps de faire, puisque le livre est sorti donc à la rentrée comme d'habitude avec Amélie Nothomb. Et donc on était plusieurs à lire le livre, et donc on voulait vous donner un petit retour de notre point de vue un peu professionnel du Japon, enfin en tout cas habitué à la destination. Donc c'est un livre, c'est un roman qui est vraiment très très court à lire, ça c'est la première chose à savoir. 2 heures, 2 heures et demie, ça suffit pour lire le livre. Il y a peu de pages et c'est écrit assez gros. C'est un livre... alors, elle avait fait 2 premiers livres sur le Japon qui étaient donc Stupeur et Tremblement et Ni d'Ève ni d'Adam. C'était vraiment intéressant parce que ça parlait de son histoire avec le Japon. C'est une écrivaine qui connaît donc très bien le Japon puisqu'elle y a vécu quand elle était petite. Son papa était diplomate, donc elle a vécu au Japon quand elle était petite. Et ensuite, elle y est retournée dans sa vingtaine où elle a essayé de s'intégrer à la société tokyoïte et notamment à travailler dans une grande entreprise. Donc de cette expérience un peu ratée selon elle, puisqu'elle n'a pas réussi en fait à y rester, elle a tiré des romans qui étaient très intéressants. Celui-ci, il est, on va dire, un peu plus, à nos yeux, on va dire, bâclé, si je puis dire, si j'ose me permettre de critiquer, parce que elle raconte un voyage qu'elle refait, donc post-Covid, avec une copine à elle, qui ne connaît pas le Japon, et pour lesquelles elle va, en fait, servir de guide et d'interprète. Donc c'est plutôt un livre, un carnet de voyage et à moitié d'introspection où en fait elle va revivre tous les lieux qu'elle a vécu quand elle était jeune, puis quand elle était jeune adulte. Et en fait elle va faire une grande introspection sur pourquoi elle a raté en fait son intégration au Japon, d'où le titre L'impossible retour. Après en soi les lieux qu'elle visite ça va être des lieux assez classiques à Kyoto et ensuite à Tokyo.
C'est pas forcément une bonne guide, parce qu'elle fait faire un peu des allers-retours dans la ville. On aurait fait un itinéraire un peu plus, un peu plus précis, un peu plus efficace à notre goût. Après, elle accompagne une personne, donc une amie à elle, qui ne sait pas en fait comment les Japonais se comportent, qui n'arrive pas à s'intégrer dans la société, qui est assez insupportable parce qu'elle fait des esclandres à tout va, elle est très égoïste et un peu infantile. Et ça, pour le coup, est-ce que c'est pas un peu représentatif d'une catégorie de touristes, on va dire ? Peut-être que quelque part, c'est une forme de présentation du surtourisme, ce qu'on explique souvent dans notre podcast. C'est peut-être aussi elle qui fait figure en fait des nouveaux touristes que le Japon attire, mais qui sont pas du tout en fait habitués aux codes de la société, qui sont assez rigides, au fait d'être raffinés, d'être discrets. Tout ça, c'est un peu, ça fait pas partie de nos origines latines. Donc c'est vrai qu'elle est assez insupportable dans le paysage japonais. Elle a aussi le côté où finalement elle ose dire ce que tout le monde n'ose pas forcément dire au Japon, donc des fois ça fait de la confrontation, ça peut être un peu drôle, mais c'est vrai que nous on se dit on n'aimerait pas la voir en tant que compagne de voyage au Japon. Après, on conseillera ce livre surtout pour ceux qui font après un premier voyage au Japon. Si vous avez la nostalgie des lieux incontournables que vous avez adorés et que vous voulez retrouver via Amélie Nothomb, vous pouvez lire ce livre. Ou alors pour vraiment les fans d'Amélie Nothomb. Après, ça ne sera pas forcément un livre qu'on conseillera à tout le monde. Le prix reste assez élevé pour le temps de lecture. Ça peut être aussi un livre qu'on pourra emprunter à la bibliothèque. Pourquoi pas ? Ça pourra faire passer un temps de quelques heures de façon agréable. Mais c'est pas là où vous allez retrouver beaucoup d'informations. Elle va faire des lieux très courants. Elle va même dans les bars animaux, des choses qui sont vraiment stéréotypées du Japon. Ce qu'elle a d'intéressant, Amélie Nothomb, dans ce livre, c'est le regard qu'elle a sur les Japonais et la société japonaise. C'est là où on retrouve en fait le fait qu'elle connaisse très très bien le Japon, parce qu'elle va bien expliquer les attitudes des Japonais et leur façon flegmatique de répondre. Et elle va les décrire. Et ça va être intéressant de voir qu'elle a vraiment gardé de son vécu tout ce background qui est très important pour comprendre la société. Après, le récit de voyage, on peut en faire mieux. Si vous prenez les guides de Tokyo et de Kyoto sur Kanpai, vous aurez vraiment des itinéraires un peu plus efficaces et un peu moins très très incontournables. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire sur ce livre. C'est pas un incontournable d'Amélie Nothomb. Les 2 premiers sur le Japon étaient vraiment plus intéressants. Celui-ci se laisse lire, c'est en priorité pour les personnes qui sont attirées par le Japon ou qui reviennent d'un premier voyage, les nostalgiques. Et pour autant, il n'y a pas besoin d'avoir lu les précédents pour comprendre celui-ci. Non. Celui-ci, il est vraiment tourné voyage et découverte du Japon. Les autres étaient plus sur sa vie quotidienne au Japon. Donc il est beaucoup plus accessible à lire pour tous ceux qui ne connaissent pas bien le Japon, par exemple. Et donc ça, c'est édité, comme on le disait tout à l'heure, chez Albin Michel, donc L'impossible retour pour le titre du roman. Et là, si je regarde, il fait à peu près... donc c'est vrai que c'est écrit assez gros. 158 pages, et ça coûte 18,90 € chez vos libraires. Oui, ça peut être un cadeau de Noël pour les personnes vraiment qui sont très très nostalgiques du Japon et des sites incontournables, ou très fans d'Amélie Nothomb. Sinon, on attendra la sortie en bibliothèque ou en livre de poche. Eh bien, merci Marjorie pour cette petite chronique, pour cette intervention. Tu fais bien d'être passée par là, et on va reprendre la conclusion de notre podcast avec Gaëlle. À bientôt Marjorie. À bientôt. Et pour finir sur cette partie recommandation, je vais vous parler de Cat Size, donc la série sur TF1, et on va s'écouter le générique. Alors c'est le remix du générique original, vous l'aurez reconnu, qui est un petit peu plus dynamique. Pour le coup, c'est plutôt pas mal fait. Donc ce Cat Size, c'est l'adaptation française en série live du manga de Tsukasa Hojo. Il y a eu 18 tomes publiés de 1981 à 1985, donc ça ne nous rajeunit pas. Et Hojo est également l'auteur de City Hunter, c'est-à-dire Nicky Larson. Il y avait déjà eu une adaptation un petit peu classique, j'ai envie de dire, en animé, de 73 épisodes qui sont regardables sur TF1 Replay. Alors pour le coup, c'est un préquel, cette fois-ci, qui se déroule à Paris en 2024 et qui a été fait avec l'accord de Tsukasa Hojo.
Alors, les fameuses sœurs Chamad partent à la recherche des tableaux de leur père qui est mort dans l'incendie de sa galerie 12 ans plus tôt. Donc c'est une série live comme on l'a dit, avec des vraies actrices, qui est diffusée sur TF1 depuis le 11 novembre. Et ça marche tellement bien qu'en fait les 2 derniers épisodes vont être diffusés tout seuls en fait. Enfin, là c'est 2 épisodes par soirée. Donc il y a eu déjà 4 épisodes, ce soir il y a les 5 et 6. Et puis le 7 et le 8 seront diffusés dans une soirée spéciale, donc ça se termine le 9 décembre. C'est quand même la série la plus chère de l'histoire de TF1, avec 25 millions d'euros de budget. Et ça a été récompensé en fait parce qu'il y a eu 5 millions de téléspectateurs devant leur écran pour les 2 premiers épisodes, et puis 4 millions la semaine suivante. Donc d'ores et déjà, 2 autres saisons ont été signées. Les 3 actrices qui interprètent Tamara, Cilia et Alexia sont Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain. Je trouve que le casting pour ma part est plutôt efficace, enfin, ça marche plutôt bien, même si voilà, on remarque beaucoup la perruque notamment de Camille Lou, hein. Mais globalement voilà, on n'a pas trop à se plaindre du casting, sauf peut-être j'ai trouvé Élodie Fontan qui n'était pas très crédible en grande méchante. Elle en fait un petit peu trop là avec ses pistolets, etc. Ça fait on n'y croit pas trop. Et pour le coup je trouve que le décor de Paris est plutôt sympathique, ça colle assez bien à l'univers de Katsai. En revanche, ce qu'on pourrait reprocher, c'est que l'action est parfois un petit peu molle et les dialogues font un petit peu TF1, c'est un peu gentillet, quoi. Et en anecdote aussi, on a remarqué que y avait un petit peu de fanservice, donc pour le coup c'est assez fidèle à Hojo qui aime bien ça, mais c'est vrai que parfois la caméra va un petit peu rester, on va dire, sur les postérieurs des personnages ou sur les décolletés, donc c'est assez rigolo si vous avez un petit peu la référence Japon, mais c'est quelque chose qui peut aussi être parfois être un petit peu de trop, on va dire, selon comment on se place. En tout cas, voilà, si vous êtes un peu nostalgique ou que vous êtes curieux un petit peu de voir ce que ça donne, je trouve que c'est plutôt bien fait, ça respecte plutôt le matériau d'origine, même si voilà, ça cherche à un petit peu renouveler l'histoire avec cette préquelle, et pour le coup, ça se laisse plutôt bien regarder, même si voilà, on l'a dit, c'est parfois un petit peu lent, mais grosso modo, c'est plutôt une recommandation. Alors, comme toujours, on va clôturer ce podcast avec nos news récurrentes, entre guillemets. Le yen actuellement est à 162 yens pour 1 euro. Il a très légèrement baissé par rapport au mois dernier, mais c'est toujours très intéressant d'en acheter si vous partez au Japon en 2025. Donc, n'oubliez pas de passer par nos liens partenaires sur Kanpai pour pouvoir retirer des yens pas chers et pour le coup, nous encourager à travailler. Et en termes de fréquentation touristique, il y a eu beaucoup de monde. En effet, octobre 2024 a été le mois où il y a eu le plus de touristes de l'histoire du Japon, avec 3 312 000 touristes. Ce qui fait qu'en 2024, on atteint déjà 30,19 millions de touristes étrangers. On devrait largement battre le record ever qui était en 2019 avec 31,88 millions. Puis là, tu nous parles d'un record mensuel, donc les touristes qui étaient en présence au Japon au mois d'octobre. Il faut se dire qu'au mois d'octobre, il y avait plus de touristes au Japon qu'à la période des cerisiers en fleurs, où on est censé avoir des pics de fréquentation. Comme quoi, si la saisonnalité, elle s'étale, et que le Japon, il a son succès à toutes les saisons. Ah oui, exactement, parce qu'il y a eu 10% de voyageurs en plus à l'automne qu'au printemps. Concernant les podcasts que nous avons déjà diffusés au mois de novembre, vous avez pu écouter l'actualité, donc là c'était par contre tout fin octobre. Le podcast voyage était dédié au petit déjeuner japonais, il a été diffusé le 6 novembre et le 13 novembre c'était l'interview de Yann Richard, directeur commercial de chez Chapka, qui nous a fait l'honneur de venir à nos locaux d'ailleurs pour cette interview avec toi Gaël, pour nous parler d'assurance voyage. Donc n'hésitez pas à l'écouter si vous voulez savoir si vous pouvez justement passer par Chapka ou pas. Et on a diffusé le 20 novembre le podcast Destination avec Marjorie et Kelly, dédié à Nara. En décembre, nous allons commencer avec le podcast Voyage dédié à l'hiver au Japon. Ce sera diffusé soit le 4 décembre, soit le 11 décembre. Ensuite, il y aura l'interview de François Roussel, conseiller des Français de l'étranger au Japon, le 18 décembre. S'en suivra le podcast Destination, cette fois dédié à l'exposition universelle d'Osaka en 2025. Ce sera diffusé cette fois un jeudi, exceptionnellement le jeudi 26 décembre, puisque le mercredi ce sera le 25, donc le jour de Noël. Et enfin, le podcast Actualité sera diffusé tout début janvier.
Alors en termes d'articles, au mois d'octobre, on vous a publié d'abord un reportage photo sur le Ikebukuro Halloween Cosplay Festival, donc comme son nom l'indique. Ensuite, on vous a parlé de Kumade, qui est une tradition en fait japonaise du changement d'année entre guillemets pour souhaiter bonne fortune, ce qui consiste à accrocher notamment des râteaux pour la prospérité. Donc on va vous laisser regarder ça et puis des très belles photos. On est allé ensuite du côté de Dogo Onsen pour vous présenter le Ryokan Yamatoya Honten. Ensuite, on s'est arrêté à Kochi sur l'île de Shikoku pour vous présenter Hirome Ichiba, donc un marché alimentaire doté d'un food court situé donc à Kochi. Ensuite, on a été invité et on les en remercie par le jardin Rikuien à Tokyo qui nous ont présenté les sublimes illuminations automnales donc pour voir les koyo, donc les érables japonais, en plein cœur de la capitale. En restant à Tokyo, on vous a présenté le musée d'architecture en plein air d'Edo Tokyo qui montre des bâtiments de différentes époques. Et enfin, à Tokyo également, on vous a présenté l'Art Aquarium Museum Ginza, qui est une espèce d'exposition permanente, un petit peu sous forme d'aquarium, mais un petit peu instagrammable, on va dire, et qui présente différents types de poissons, mis en lumière, mis en valeur dans une exposition. Et pour le mois prochain, je pense qu'on va vous publier un article sur Cat Size, justement, un petit peu plus long que la petite chronique qu'on a faite. Et puis différentes fiches de visite que je ne vais pas forcément vous détailler, mais on aura des fiches de visite, on aura un restaurant. On va aller un petit peu à droite, à gauche, et notamment à un endroit où on est invité ces prochains jours, Charlie, et je vais te laisser nous expliquer ça. Oui, là tu nous parlais tout à l'heure qu'il y a eu plusieurs invitations et c'est vrai que ça nous permet à Kampai de faire des articles. Eh bien, on a eu la chance d'avoir l'invitation sur l'île de Tanegashima, petite île à côté de Yakushima, tout au sud du Japon. Et c'est de là que partent les fusées pour ceux qui ne sauraient pas encore. Donc c'est le QG de la JAXA, l'agence spatiale d'aéronautique japonaise. Il s'est déroulé fin novembre, le festival des Lumières. Et donc on a un reporter qui sera sur place pour nous raconter tout ça et qu'on puisse faire un bel article dessus. Un autre press tour auquel on a été invité, c'est un tour dans le restaurant de Monsieur Kobayashi qui nous a donc invité à manger à son restaurant Irori Yakiniku Gion dans le quartier de Kakurazaka à Tokyo. Donc on a pu déguster de bonnes grillades. Alors je dis je m'inclus dedans mais je n'y étais pas malheureusement. Donc c'est pareil, nos reporters sur place qui vont pouvoir nous en faire un beau résumé de jolies photos. Et pour ma part, je voulais remercier toutes les lectrices et lecteurs qui nous ont commandé des livres, comme on le disait en début de podcast, nos livres Kampai, et tout particulièrement les 3 personnes qui ce mois-ci en novembre nous ont commandé des packs soutien. Alors on va remercier chaleureusement Marie-Catherine J, Nicolas MC et puis Laurent B qui ont commandé des packs soutien qui, on le rappelle, contiennent l'ensemble de nos livres et de nos e-books Kampai et qui nous permettent de poursuivre sereinement notre activité. Et c'est bien que tu aies relancé pour les livres, parce que c'est vraiment ce qui nous permet aussi de poursuivre l'aventure. Et puis le fait que vous partagiez et commentiez nos podcasts, ça nous aide aussi beaucoup. Les notations 5 étoiles si vous pouvez sur les différentes plateformes de streaming. N'oubliez pas qu'on est aussi sur YouTube. Alors toujours, on le répète, pas en vidéo, mais vous avez un template. Et puis le chapitrage aussi qui peut être plus pratique pour sélectionner vos news. N'hésitez pas à vous en servir. Donc on vous remercie toutes et tous chaleureusement, merci pour vos partages, c'est aussi pour ça que le podcast Kampai continue d'évoluer au fur et à mesure, on est toujours sur une courbe ascendante, donc ça nous fait plaisir aussi que ça dure aussi longtemps et qu'il n'y ait pas de plateau encore vraiment atteint pour le moment. Donc n'hésitez pas encore aussi à nous taguer, notamment lorsque vous allez au Japon, ça peut toujours aussi nous permettre de vous relancer sur les réseaux là-dessus. Et merci à toi Charlie pour tout le travail de préparation, de montage et puis pour aller chercher à chaque fois un jingle, un petit son, etc. et pour faire en sorte que ce podcast soit sympa à écouter. Et donc on vous retrouve le mois prochain, donc en janvier pour le podcast Actualité, mais sinon bien plus vite pour les autres podcasts qui sont la destination, le voyage ou encore les interviews. À très bientôt, merci encore Gaël. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Retrouvez plus d'actualités Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon.
N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.